Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui donc une invitée prestigieuse, la ministre centrafricaine de la Culture, Madame Ngola Ramadan. Également donc sur le plateau, le PDG de Afrique 1 TV et FP 92, Monsieur Hamza Taj, le docteur Hamza Taj. Et enfin, Monsieur Nico Fendiro, donc qui est centrafricain, très influent dans la diaspora centrafricaine en France ici. Donc aujourd'hui, l'émission sera riche d'émotions. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Donc je reçois aujourd'hui donc à ma droite Monsieur Hamza Taj, le docteur Hamza Taj, qui est le directeur de la télévision Afrique 1 TV et FP 92. Bonjour bonjour Hamza. Bonjour Cara. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc à ma gauche, Madame la ministre centrafricaine de la Culture et des Arts et également du Tourisme, hein, Madame. Bonjour Madame Ramadan. Bonjour Monsieur Cara. Merci beaucoup d'avoir accepté également l'invitation. Bonjour Nico, mon ami Nico, hein, merci d'avoir accepté l'invitation, vous qui êtes ici en France, donc en panafricaniste, mais très influent dans le milieu centrafricain et également africain. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Bonjour Merci Madame. à toi aussi. Voilà, bonjour Madame la ministre. Merci donc d'avoir accepté l'invitation de Afrique 1 et de l'émission Face à l'Afrique. Donc vous êtes en France. Vous avez assisté donc à la remise de trophée Myriam Makeba le 15 février dernier, le samedi, que le docteur Hamza Taj était couronné ce jour-là pour le prix. Donc vous avez accepté aujourd'hui d'être sur le plateau pour parler de votre pays, de la Centrafrique et de ce qui s'y passe, également de la politique centrafricaine dans le domaine de la culture, du tourisme et des arts. Eh bien, docteur Hamza Taj, donc nous avons la ministre sur le plateau. Alors, nous allons donc parler de la Centrafrique et la République centrafricaine, 623 000 km², 6 millions d'habitants, donc selon les chiffres de 2021, et les groupes armés et criminels aujourd'hui malheureusement qui opèrent sur le territoire, mais le président centrafricain, M. Touadéra, donc se bat pour ramener la paix dans votre pays. Alors, donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Centrafrique aujourd'hui en matière sur le plan sécuritaire? Je vous remercie déjà pour l'invitation. Merci. Et je renouvelle mes félicitations au Dr Hamza. Merci. Pour le prix, hein, le prix de la 5e édition Myriam Makeba. Oui. Je les félicite également pour cette magnifique plateforme qui nous donne l'occasion de pouvoir s'exprimer. Et effectivement, je suis ministre centrafricaine des Arts, de la Culture et du Tourisme. Le plan sécuritaire va beaucoup mieux qu'il y a de cela plus de 10 ans en arrière. Le président Touadéra est arrivé au pouvoir le 30 mars 2016, c'est-à-dire bientôt 10 ans. Et à son arrivée, nous savons presque tous, pour ceux qui ne le savent pas, que le pays était occupé à 90% par des mercenaires, étrangers bien sûr, par des rebelles, soutenus par des puissances armées, par des puissances de l'extérieur. Et sur le plan sécuritaire, je peux dire que grâce à sa diplomatie au président Touadéra et grâce aux relations qu'il a pu tisser avec plusieurs pays qui ont bien voulu nous aider, nous pouvons dire que, inversement, à 90% occupé par les rebelles, le pays est aujourd'hui sécurisé à plus de 90%. C'est-à-dire que le pays a été récupéré par notre armée centrafricaine grâce au concours avec le concours de nos alliés, et que le pays, sur le plan sécuritaire, contrairement à ce que peuvent dire les gens, se porte beaucoup mieux qu'auparavant. Très bien, docteur Hamza Taj. Moi, avant de commencer, Madame la Ministre, j'aimerais vous connaître un petit peu mieux. Je voudrais savoir, en connaître un peu plus sur votre parcours de vie personnelle, d'où vous êtes parti, quel a été votre parcours pour en arriver, pour être aujourd'hui ministre de la Culture en Centrafrique. D'accord. Je suis née en France. Hein, je suis née en France de parents centrafricains, 100%, qui étaient venus pour leurs études, fille de chirurgien et d'une assistante sociale, et qui ont fait le choix de rentrer au pays après leurs études.
Et donc, j'ai fait l'école primaire jusqu'en terminale en Centrafrique. Ouais. Et je suis revenue en France. Et déjà, avant de revenir en France, je m'étais déjà engagée dans tout ce qui était l'activisme par rapport aux droits de l'homme et droits de la femme et tout ça. J'étais déjà très engagée à ce niveau-là. Le droit m'intéressait déjà. La justice m'intéressait déjà. Et quand je suis venue en France, certes, je n'ai pas pu continuer dans cette voie en question, mais quand même, je suis restée dans le milieu. J'ai travaillé plus de 10 ans avec des avocats. Donc, je connais un peu le secteur juridique, judiciaire également. C'était devenu comme une passion au pays. Et après, l'envie de m'engager plus tard en politique est arrivée. Donc l'implication politique, elle s'est décidée à un moment particulier de votre vie, ou ça a toujours fait partie un peu de votre culture, de votre éducation, vos parents étaient déjà impliqués? Comment c'est arrivé cette aventure politique? Du tout. Ni mon père ni ma mère étaient engagés en politique. C'était très très risqué à l'époque de s'engager en politique quand on s'engage et que les choses tournent mal. Vous êtes dépouillé, vous êtes pillé, parfois même on vous fait disparaître. Donc mes parents ont toujours choisi d'être un peu en recul en ce qui concerne la politique, mais contrairement à certains, ils restaient corrects par rapport à leur métier, ils vivaient du peu qu'ils avaient. Et une famille modeste, mais bien, digne. Et donc, en 93, c'est vrai, Patassé est arrivé au pouvoir, le président Félix Patassé. Il était un peu fougueux, il était un peu chaud bouillant, et son tempérament me plaisait bien. J'étais en admiration, mais je n'étais pas engagée en politique. Et après, Bozizé est arrivé par la force des armes, du coup, j'ai quitté le pays. Je suis revenue en France. Et quand le président Touadéra était Premier ministre de Bozizé, bon, je ne le connaissais pas trop. Mais quand il est parti aux élections, j'ai vu que c'était un monsieur intéressant, mais je me disais, je ne le connaissais pas trop. Ma mère a travaillé avec lui, certes, mais moi, je ne le connaissais pas. Parce que je n'ai pas vécu à Bangui à l'époque du président Bozizé. J'ai été, mais je ne connaissais pas trop les hommes politiques de cette époque-là. Et quand il y a eu l'élection en 2015-2016, le candidat Touadéra était face au candidat Dolo Guelleh, que j'ai plus ou moins connu par rapport aux arriérés de salaire que nos parents ont eu, par rapport à la souffrance de nos parents à l'époque de Patassé, puisqu'il fut ministre des Finances, et également Premier ministre. Donc je sais que mes parents ont galéré, ont eu plusieurs mois d'arriérés de salaire face à ce monsieur. Je me suis dit non, il n'est pas question qu'il soit président, autant mieux voter pour son adversaire qui était le candidat Touadéra. Je me suis engagée, j'ai voté. Je l'ai soutenu en 2015, ici au niveau de la diaspora. Et j'ai vu que c'était un monsieur qui était épris de paix, qui était intéressant, qui avait de la volonté. Et c'est ainsi que je me suis engagée. J'ai même pris la carte d'adhérent de son parti politique plus tard, qui est aujourd'hui le MCU, c'est-à-dire Mouvement des Cœurs Unis. Alors, donc, Nico, et vous qui êtes aussi très influent dans le milieu centrafricain, dans la diaspora, donc, est-ce que, à votre avis, la communauté centrafricaine est pleinement engagée pour aider le président Touadéra à reconstruire le pays? Alors, merci déjà de cette question, cher Cara. J'en profite aussi pour réitérer aussi les félicitations et les remerciements aussi pour cette invitation et également la présence de son Excellence la ministre de la Culture et des Arts et du Tourisme en Centrafrique, Marie Poto Ramadan, et toi-même aussi, Cara. Alors, vous savez, la question, en fait, en ce qui concerne la diaspora, est épineuse. Est épineuse à diverses raisons. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la République centrafricaine, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est que 6 millions d'habitants. Donc, généralement, les gens se connaissent. C'est-à-dire que, même s'ils ne sont pas de la même ethnie, les familles savent de quelle famille appartient tel enfant ou tel membre est rattaché à tel membre. Et puis parfois, il peut y avoir des divergences d'opinion, ce qu'on peut retrouver en fait dans une démocratie en fait fonctionnelle, normale. Bon, pour le cas de la République centrafricaine, c'est un petit peu différent. Et comme j'ai tendance à le dire souvent, au lieu de prendre exemple sur ce qui marche, on a tendance à prendre tout ce qui se fait de bien en général à l'extérieur, mais en le copiant mal. Donc, la diaspora, pour répondre à cette question, pour donner mon premier point de vue, parce qu'il y en a diverses là-dessus, son degré d'implication au niveau de la politique, on va dire que, de ce que moi, en tant qu'observateur, j'analyse,
c'est très sporadique. Il faut vraiment qu'il y ait un coup d'éclat. C'est comme on dirait en fait dans le jargon ici en France. Il faut que ça soit du gossip. Il faut que ça soit quelque chose qui fasse parler Ouais. et que ça fasse interagir. Mais c'est très sporadique. Il n'y a pas d'analyse de fond souvent derrière. Bon, pendant les périodes d'élection, c'est généralement présidentiel. Là, il y a un certain engouement. On peut observer justement que la diaspora s'implique un petit peu plus. Mais après, dans la vie de tous les jours, ben, il faut que ça soit par des manifestations culturelles. Il faut que ça soit par des rencontres. Il faut que ça soit par des que ça soit des manifestations, rencontres, mais aussi des échanges qu'on peut potentiellement se dire qu'il y a une diaspora qui a son mot à dire aussi. Maintenant, en ce qui concerne la vision du président Touadéra, la diaspora, c'est un petit peu comme au pays. Ce qu'on peut observer, c'est que chacun a son avis dans son coin, et chacun se dit bon, on attend les prochaines élections. Le pays, bon, tant qu'il n'y a pas la guerre, ça va. Ouais. Voilà, c'est ça, on en est là. Tant que les rebelles se sont calmés, on peut passer à autre chose. Alors qu'en effet, la diaspora a son mot à dire et elle doit contribuer au développement. Et je suis convaincu que dans les prochaines années, elle contribuera encore plus qu'est-ce qu'elle le fait là actuellement sur le développement et le relèvement. On a une idée de ce que représente la diaspora en France centrafricaine? Ah oui, alors selon les derniers chiffres de l'INSEE, en 2021, elle représentait donc officiellement 45 000 personnes. Donc j'imagine y compris les binationaux, y compris les binationaux, ils sont compris dedans. Alors bon, la République centrafricaine, voilà, comme on dit, c'est 6 millions d'habitants, donc il faut comprendre aussi pourquoi aujourd'hui on est à 6 millions d'habitants. En 1950, c'était seulement 1 300 000 habitants, la République centrafricaine. Et ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. C'est un pays qui, dans son histoire, a subi divers soubresauts et qui était souvent, en fait, le centre, l'épicentre, j'ai envie de dire, de différents conflits entre puissances géopolitiques. On a eu le syndrome de Fashoda au début du XXe siècle. On a eu quelques années plus tard, parce que bon, il faut savoir qu'il y avait une partie de la République centrafricaine qui était rattachée au Cameroun autrefois. On appelait le Cameroun, donc la partie allemande du Cameroun. Et ça a été consolidé par le traité de Versailles derrière, quand la France a remporté la Première Guerre mondiale. Cette partie-là du territoire était devenue donc la République centrafricaine. Ça en est suivi quelques années plus tard, la guerre du Congo-Wara. Donc qui était incarné par Carnou, qui était un médecin traditionnel Baya, qui lui en fait était contre. C'était une révolte anticoloniale, donc comme les parents d'ailleurs de Barthélemy Boganda, qui est le père fondateur de la République centrafricaine, qui ont participé à la récolte du caoutchouc, se sont dit que on va mettre à partir de nos ressources et de nos moyens des systèmes de lutte. Donc, pour pouvoir aller chercher, en fait, nos souverainetés, notre dignité. Et c'était basé, en fait, sur la tradition. Et c'est un conflit qui a duré pendant 3 ans. Et il y a eu beaucoup de morts. Bon, là, le temps nous empêche, mais il y a eu des décimations de population. Les Yarkoma, même les Mandja, qui sont aussi une ethnie, aussi, ont subi des lourdes pertes pendant aussi cette récolte du caoutchouc. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et puis, quelques années plus tard, donc, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la force vive de la nation qui était récupérée de force dans les mains de Félix Éboué au Tchad pour aller combattre. Et ils étaient formés donc dans ce qu'on appelait le BAM pour aller donc s'entraîner dans la Palestine actuelle, pour aller combattre. Et ils ont participé à la reconquête du général de Gaulle, en remontant jusqu'en Libye avec la bataille de Bir Hakeim, et pour revenir en France. Donc c'est là qu'on a vaincu d'ailleurs l'armée de Rommel. Pour revenir. Et donc beaucoup de Centrafricains étaient dedans. Et beaucoup sont morts au combat, et ça on met pas suffisamment en lumière. Oui, on n'en parle pas suffisamment. On parle beaucoup des tirailleurs sénégalais, mais on ne parle pas souvent ce que vous venez d'évoquer. D'ailleurs, c'est très très bien. Et Madame la ministre, le budget 2025 donc de la Centrafrique, même si c'est pas votre domaine, c'est pas, mais on a dit que ce budget donc s'élève à 704 millions de dollars, soit 439 milliards de francs CFA. Donc je voulais savoir la part de la culture là-dedans et du tourisme. C'est un sujet un peu sensible. C'est vrai que je ne suis pas le ministre des Finances, mais je sais que ce n'est jamais assez. Parce que le pays a beaucoup de défis. Et le pays a vu ses aides budgétaires extérieures suspendues.
Donc, on essaye de soutenir ce que nous avons, parce que si le budget passe au niveau de l'Assemblée nationale, nous devons, gouvernement, être solidaire de ce qu'il y a. Donc, au niveau investissement, c'est vrai que beaucoup, le compteur a été baissé, pour ne pas dire remis à zéro, mais ça nous permettra au cours de l'année de voir si on peut boucher le trou par d'autres entrées. Est-ce que, on parlait de la diaspora avec Nico, est-ce que vous pensez qu'il y a un levier pour promouvoir la culture centrafricaine, notamment à l'extérieur et en France, parce que je pense qu'en France, la diaspora est assez présente de manière significative, pour travailler avec la diaspora qui est ici? Est-ce qu'il y a des artistes qui sont mis en avant, qui mettent en avant la culture centrafricaine? Est-ce qu'il y a des actions qui sont entreprises par la diaspora, donc qui n'ont pas forcément de coût pour le gouvernement centrafricain, qui sont mis en place? Et est-ce qu'il y a des aides, même avec des aides ou des actions menées conjointement avec d'autres pays du monde, l'UNESCO, la France et puis d'autres organisations internationales, promouvoir la culture centrafricaine? Je fais partie de la diaspora. Et quand on est nommé comme ça et qu'on rentre au pays, on a envie de mettre en avant ceux avec lesquels on a combattu ou ceux qui sont dans la même situation que nous avant le retour au pays. On sait que c'est difficile. On sait que la diaspora a beaucoup d'idées. La diaspora voudrait bien reproduire, comme a dit Nico, ce qui se fait de bien là-bas, mais parfois c'est pas très bien fait. C'est pas bien ficelé. C'est vrai que les gens parfois on ficelle ici à notre manière à nous, mais ce n'est pas faire exprès. Et quand on se transporte là-bas, il y a la réalité du terrain qui vous dit non, ce n'est pas comme ça. Et il y a parfois des festivals ou des activités, des gens pensent qu'en 3-4 mois on peut organiser. Et quand l'UNESCO veut aider, la francophonie voudrait bien aider, parfois il faut mettre dans leur programme 1 an ou 2 ans avant. Et il faut être patient. Mais sinon, la diaspora a du talent, la diaspora a beaucoup à donner. Mais la réalité est que financièrement, côté budget, l'État n'a pas assez de moyens. C'est pour ça qu'il nous faut des partenaires. Et le gouvernement également ne s'en cache pas. Le président le dit souvent, qu'il compte sur la diaspora pour nous aider. Et quand la diaspora et ses relations, donc quand je suis par exemple ici, j'espère tisser des liens, des relations avec des gens qui voudraient bien nous aider. L'UNESCO fait sa part, la francophonie fait sa part, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres, même personnes physiques, qui voudraient bien aider. Mais sinon, il y a du talent. Les moyens manquent, mais il y a beaucoup de talent à mettre en avant. Et le problème aussi d'infrastructure au niveau aussi culturel aussi pose problème. Plusieurs voudraient bien se voir sur Trace TV, sur d'autres chaînes de télévision, mais la qualité des images, la qualité des clips qu'ils produisent ne permet pas que ces clips-là soient envoyés à des chaînes à l'étranger. Donc, si on avait des studios, des endroits pour enregistrer ou bien pour, après, des appareils sophistiqués pour pouvoir vraiment filmer correctement et faire des belles images, on les enverrait ailleurs et puis la RCA serait vraiment connue comme on peut voir d'autres pays que nous envions, comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire et comme plein d'autres, même le Cameroun juste à côté de chez nous. Donc il y a ce côté-là. Pour les principales actions que votre ministère mène en faveur de la culture et du tourisme, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Quels sont les principaux leviers, etc., pour essayer d'attirer des touristes ou essayer de promouvoir la culture de manière plus générale, en dehors y compris de la diaspora, mais même de manière plus générale? Par exemple, nous savons que depuis quelque temps, nous faisons un travail formidable avec l'UNESCO qui consiste à faire l'inventaire du patrimoine culturel immatériel, parce que nous savons que les pygmées, ou ceux qui sont dans la forêt sont souvent soit exploités, soit pas très bien considérés. Et l'UNESCO est à la recherche, par exemple, de pouvoir enregistrer des choses, par exemple, qui se perdent, comme la culture centrafricaine, comme ce que les pygmées font. Et nous avons reçu une aide de l'UNESCO, un financement de l'UNESCO, et même des formateurs qui sont venus à Bangui pour pouvoir aller en province et rencontrer ces habitants de ces différentes villes de province, quelques pygmées, pour essayer de faire un appel à leur mémoire, à leur tradition, pour qu'ils puissent vraiment nous faire ressortir ce qu'ils ont. Ça peut paraître un peu mystique, mais en tout cas c'est culturel. Tant que ce n'est pas négatif, on en a besoin afin de le faire enregistrer comme un patrimoine vraiment au niveau de l'UNESCO et pour pouvoir le protéger. Il y a ce côté-là. Et nous savons que l'UNESCO s'implique actuellement dans la réhabilitation du musée Barthélemy
Bouganda. C'est ça qui veut dire qu'il n'y a pas de musée à Bangui. Celui-là, c'est vraiment à titre, on va dire, c'est un peu parce que c'est Barthélemy Boganda, le premier président centrafricain. C'est pour sauver un peu l'immeuble. Mais nous comptons construire d'autres musées parce que celui-là n'est que symbolique, si je peux dire ainsi. Également, le président Touadéra a mis en place ce qu'on appelle un ensemble artistique national. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'empereur Jean-Bédel Bokassa, il avait quelques orchestres préférés qu'il pouvait voyager avec, ou bien présenter à ses homologues, comme à l'époque le guide libyen, d'autres présidents et tout, du Gabon et autres, pour leur dire, voilà, les meilleurs orchestres de mon pays, je voyage avec tel artiste et tout ça, écoutez la musique, c'était de la bonne musique. Avec le temps, ça s'est perdu. Et donc, il y a des talents que le président Touadéra a essayé de repérer et de les mettre dans un groupe, une structure, et pour pouvoir les aider à s'améliorer et à pouvoir avec le temps se produire à l'extérieur si possible.